courant de l'été. Et donc, on a décidé d'aborder une dizaine de thèmes. Alors, vous le verrez, il y en a plusieurs qu'on a déjà pu voir par le passé, mais comme c'était des nouvelles applications, on a pu préciser certaines fonctions sur certains points. Donc, on va pouvoir, tout au long de la présentation, vous rappeler quelques règles. Alors, concernant le point numéro 1, on a déjà pu l'évoquer, alors je crois début d'année, en avril ou en mai, mais depuis le 1er avril, donc la Direct ne s'appelle plus la Direct, et désormais on l'appelle la DRITS. Donc si vous voyez ce terme apparaître à plusieurs endroits, désormais c'est fini avec la Direct, et donc quand vous avez par exemple des ruptures conventionnelles à envoyer, on les envoie à la DRITS. Donc voilà, tout simplement la terminologie a changé et il faut retenir éventuellement que pour les départements, c'est la DDETS, mais généralement, on a plus souvent affaire à la DRITS. Donc voilà, simplement pour revenir sur ce point. Concernant la prime Macron, là c'est pareil, on en parle depuis plusieurs mois, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement faire un bref rappel des règles. Donc on peut la verser jusqu'en mars 2022, donc souvent c'est un point qu'on a oublié parce que les autres années, on n'avait que jusqu'au 31 décembre pour les verser. Donc cette fois-ci, c'est jusqu'en mars 2022, dû au fait que le gouvernement a mis du temps à la mettre en place. Pareil que le plafond, c'est plus jusqu'à 1000, mais jusqu'à 2000 euros pour les sociétés de moins de 50 salariés. Au-delà, il faut avoir un accord d'intéressement. Mais en tout cas, jusqu'à 2000 euros, sans condition, vous pouvez la verser à vos salariés. Les critères, alors souvent on nous pose un peu la question de savoir, oui, mais quels critères je peux utiliser? Alors pour les critères, c'est assez simple, c'est soit vous versez un montant égalitaire à tous les salariés, là il n'y a pas de question qui se pose, soit vous pouvez verser selon la présence effective, mais uniquement sur l'année qui vient de se passer, qu'effectivement on part sur les 12 mois qui précèdent le versement, soit la durée du contrat de travail, c'est-à-dire que vous pouvez distinguer entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet, et donc vous pouvez payer, verser la prime au prorata de ce temps de présence, ou encore vous pouvez faire une distinction entre la classification des salariés, donc par exemple les échelons ou cadre, non cadre. Donc là aussi c'est beaucoup plus simple. Donc dans ce cas-là, vous joignez votre gestionnaire de paye ou si vous la faites en interne, il suffit de mettre en place une décision unilatérale de l'employeur dans laquelle vous mettez quelles règles vous avez décidé d'appliquer et ensuite on verse la prime sur la paye du mois que vous souhaitez. Dernière précision, parfois on nous demande aussi, mais j'aimerais verser un dispositif qui permet de ne pas avoir de charges sociales. Donc on pense souvent au chèque vacances et donc souvent on nous pose la question, ah ben en décembre, qu'est-ce que je peux verser entre chèque vacances ou chèque cadeau? Eh ben, contrairement au chèque cadeau et au chèque vacances dont le montant doit être le même pour tout le monde, avec la prime Macron, vous êtes libre de déterminer plus ou moins le montant, sachant simplement que personne ne doit être à zéro. Mais voilà. Dernière précision sur la prime Macron, vous ne pouvez pas la substituer une autre prime à la prime Macron. Donc, si vous versez un 13e mois en décembre, vous ne pouvez pas dire je ne verse pas le 13e mois et je verse une prime Macron. Voilà, les règles sont assez simples. Il y en a deux, trois autres encore par rapport aussi au montant du SMIC, mais on les répète, on les rappelle généralement le moment venu. Ensuite, concernant le congé paternité, c'est aussi un sujet qu'on a pu déjà aborder. Alors, on va avoir quelques précisions en plus. Donc, simplement, le congé passe donc de 11 à 25 jours. Ça, on a déjà pu le voir. Mais il y a un point très, très important, c'est que les 7 jours d'interdiction d'emploi sont vraiment obligatoires. C'est-à-dire que vous avez les 3 jours de naissance qui comptent tout de suite le lendemain ou le jour même de la naissance de l'enfant, plus les 4 jours du congé paternité. En fait, l'administration nous a répondu que si vous ne posiez pas ces jours-là, donc s'il ne passait pas en DSN, le congé de paternité n'était pas indemnisé. Donc vous avez deux cas, soit vous pouvez être en Alsace-Moselle et dans ce cas-là, c'est à l'employeur de prendre en charge la totalité du congé paternité, ce qui peut être le cas. Il n'y a pas encore eu de jurisprudence comme c'est un système tout nouveau, mais ça pourrait très bien être le cas. Ailleurs en France, là où le droit local Alsace-Moselle ne s'applique pas, a priori, le salarié n'aurait pas d'indemnisation. Donc, c'est vraiment important de poser ces 7 jours-là tout de suite à la suite de la naissance de l'enfant.
Ensuite, vous avez les 21 autres jours qu'on peut fractionner en 2 périodes. Là, c'est pareil, quand nous, on saisit la demande d'indemnisation, on nous demande déjà un calendrier prévisionnel. Et donc, il faut qu'on mentionne les jours qui seront posés, ce qui est aussi un préalable à l'indemnisation. Mais surtout, les 7 premiers jours, même en cas de prud'homme, le salarié éventuellement pourrait demander une indemnisation si il pouvait justifier que vous lui avez empêché de l'épouser tout de suite à la naissance. Encore un point qui est important et qu'on a pu relever, c'est que les personnes qui peuvent en bénéficier, c'est donc le père, mais également la personne avec qui la mère vit en couple. Et donc, vie en couple, ça a été précisé, donc c'est soit en mariage, soit en pax, soit en concubinage. Ce qui signifie que si, par exemple, dans votre société, vous avez une femme qui a eu un enfant avec un homme de votre société, le père pourra donc demander le congé paternité. Mais si cette salariée-là s'est remise en couple avec un autre salarié de votre société, homme ou femme, et c'est par exemple marié, eh ben, cette autre personne aura également le droit au congé de paternité en totalité. Donc ça, c'est une nouveauté, on l'avait déjà précisé. Simplement, ça compte pour le mariage, pour le concubinage et pour le pax. Là où la loi sera sans doute changée, c'est qu'on appelle ça congé de paternité. Alors, comme on vient de le voir, si la personne est mariée avec une femme et qu'elle a le droit à ce congé de paternité, il y a un problème de terminologie. Donc, à mon avis, le texte sera sans doute modifié pour appeler ça peut-être congé familial de naissance ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous pouvez avoir 2 salariés qui sont concernés. Concernant les aides à l'embauche, alors il y en a eu plusieurs tout au fur et à mesure de l'année, du Covid. Pour rappel, on avait l'aide des moins de 26 ans, donc l'aide de 4 000 € qui était versée sur une année. Cette aide-là a disparu depuis le 31 mai 2021. Donc toutes les embauches à partir de juin ne sont plus éligibles à ce système. Vous avez exactement le même système, mais qui est fait pour l'embauche des travailleurs handicapés. Ce système est toujours valable, donc jusqu'au 31 décembre 2021, donc c'est le même montant d'aide, c'est également 4 000 €. Vous avez l'aide exceptionnelle à l'apprentissage. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Il me semble qu'on avait déjà précisé ça en fin 2020, mais avant, il existait énormément d'aides à l'apprentissage. Si vous recrutez des apprentis depuis longtemps, vous avez pu remarquer qu'il y a des aides à droite, à gauche. Donc le gouvernement, il y a à peu près 1 ou 2 ans, a décidé de simplifier ça et a dit, maintenant, on ne verse qu'une seule aide qui s'appellera l'aide unique. Donc c'est le deuxième petit tiré. Et donc, en principe, la première année, pour un salarié, un apprenti qui fait un diplôme égal ou inférieur au bac, vous avez le droit à 4 125 € d'aide la première année, 2 000 € d'aide la deuxième année et 1 200 € d'aide la troisième année. L'aide exceptionnelle a été mise en place uniquement sur la période Covid. A priori, elle est reportée jusqu'au 31 décembre, peut-être qu'elle le sera encore après. Et cette aide-là, de 8 000 € si l'apprenti est majeur ou 5 000 € s'il est mineur, vient se substituer en fait la première année de l'aide unique. C'est-à-dire que si vous embauchez un apprenti majeur, disons un apprenti mineur, vous allez avoir 5 000 € la première année au lieu de 125. S'il a un diplôme, il passe un diplôme égal ou inférieur au bac, vous aurez en plus des 5 000 € la première année, 2 000 € la deuxième année et 1 200 € la troisième année. Voilà, donc c'est un peu compliqué parce que les deux systèmes se superposent, mais normalement, à partir de l'année prochaine, on n'aura de nouveau plus que l'aide unique, comme on l'a vu donc sur les 3 années. Vous avez l'aide au contrat de professionnalisation, donc là, il faut être bien vigilant, ce n'est pas la même chose avec l'aide au contrat d'apprentissage, puisqu'elle est limitée pour les personnes seulement de moins de 30 ans. Donc si vous avez un salarié de 31 ans, contrat professionnel, l'aide ne sera pas accordée. Dernier point encore, il y a beaucoup d'aides mises en place par Pôle emploi, souvent on les oublie un peu, mais c'est important parce que ces aides-là changent tout le temps et il y en a régulièrement, ils peuvent même changer selon la région dans laquelle vous êtes. Mais si jamais vous avez un salarié, une personne que vous souhaitez embaucher, demandez-lui si elle est inscrite à Pôle emploi et dans ce cas-là, faites-nous éventuellement remonter l'information, comme ça nous on pourra se renseigner et voir s'il y a une aide à mettre en place. Par exemple, actuellement, en Alsace en tout cas, peut-être ailleurs, il y a une aide de 7 000 € sur des salariés de moins de 26 ans, qui correspond à peu près à 47% du SMIC pendant 10 mois. Et donc, si votre salarié est demandeur d'emploi ou inscrit à Pôle emploi et que vous l'embauchez, vous pouvez bénéficier de cette aide, à condition de la mettre en place
bien entendu, avant. Donc voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous et on peut toujours regarder s'il existe quelque chose au niveau des aides à l'embauche autres que celles légales. Pour les titres restaurants, alors un petit rappel aussi là-dessus. Alors, il y a une prolongation du plafond de 38 € jusqu'au 28 février 2022. Hein, pour aider toujours la restauration, le gouvernement avait décidé de doubler les plafonds. Donc, c'est valable encore jusqu'en février 2022. Les tickets, comme chaque année, qui expirent, on peut demander à l'employeur de les renouveler pour des nouveaux tickets pour l'année suivante. Et enfin, pour éclaircir une règle aussi concernant l'attribution des tickets restaurants en télétravail, on a eu beaucoup de questions. La règle a changé beaucoup de fois parce que c'était pas clair. Et en fait, on a même des arrêts qui sont assez contradictoires sur la question, à savoir, est-ce qu'un salarié en télétravail a le droit au ticket restaurant? Alors, la question est oui, principe d'égalité de traitement, c'est-à-dire que ce soit en cas Covid ou hors Covid, un salarié qui fait du télétravail et qui a ses heures de travail compris sur une plage horaire qui est censée comprendre le repas du midi, par exemple, vous devez lui attribuer des tickets restaurants. Là où était le souci, c'est que début d'année, il y a un arrêt d'un tribunal, mais non d'une cour de cassation, qui avait jugé l'inverse et donc qui avait dit l'employeur est parfaitement libre de retirer les tickets restaurants à un salarié qui fait du télétravail, parce que la situation n'est pas la même. Mais c'est un arrêt assez controversé qui ne concerne pas la cour de cassation. Donc, on conseille plutôt de le verser à tout le monde pour éviter d'avoir des contentieux sur ce sujet, sachant que c'est quand même la Cour de cassation qui a la primauté par rapport à un tribunal judiciaire autre. Donc, le principe, c'est télétravail ou non, il faut attribuer les tickets restaurants à vos salariés. L'entretien professionnel. Alors là aussi, c'est un sujet qu'on aborde déjà depuis 1 an et demi. Qui provient d'une loi de 2014, et donc le couperet devait venir 6 ans plus tard, comme la loi englobe les 6 ans, en 2020. Cause Covid, ça a été repoussé et repoussé et repoussé. Ça avait été repoussé jusqu'au 30 septembre et pas de report à nouveau. Donc, a priori, sauf si le gouvernement décide encore d'intervenir là au mois d'octobre, à partir du 30 septembre, si vous n'avez pas respecté l'obligation de faire l'entretien professionnel, vous êtes potentiellement redevable de 3 000 € à créditer sur le CPF de vos salariés. Cette règle s'applique aux entreprises, à toutes les entreprises. Simplement, les sanctions ne s'appliquent qu'aux sociétés de plus de 50 salariés. Dans le texte, en fait, on ne mentionne que les sociétés de plus de 50 salariés. Mais il n'est pas exclu qu'en cas de contentieux, admettons vous avez 5, 6, 7 salariés, vous n'avez pas fait les entretiens professionnels, vous avez un salarié qui est dans votre société depuis 20 ou 30 ans, vous ne l'avez jamais formé, il n'a jamais progressé, vous le licenciez, ou il a une inaptitude à son poste, et vous ne pouvez pas le reclasser parce qu'il n'a pas les compétences pour faire un autre poste. Même si légalement, vous ne pouvez pas être sanctionné de créditer le compte CPF du salarié, on imagine qu'un tribunal sera très très attentif au fait que vous n'avez rien fait pour le rendre opérationnel et donc le salarié, l'employeur est fautif dans ce cas-là. Donc il faut être très vigilant, on peut aussi vous accompagner là-dessus. Donc pour rappel, c'est un entretien tous les 2 ans sur 6 ans que tous les salariés doivent avoir. Donc si vous embauchez un salarié au mois d'octobre 2021, dans 6 ans, il faut que vous ayez fait au moins 3 entretiens professionnels et un bilan. Sinon, vous risquez de devoir abonder le compte professionnel de formation de votre salarié. Donc c'est vraiment important. Si jamais, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous accompagner ou même faire les entretiens pour vous, mais c'est vraiment quelque chose d'important. On voit que le gouvernement, de plus en plus, se préoccupe des retraites, de l'allongement de la durée du travail et donc prend soin à ce que les salariés soient formés tout au long de leur carrière et qu'ils puissent être finalement opérationnels et embauchables jusqu'à la retraite et éviter des cas de maladies professionnelles parce que les salariés n'auraient pas été formés ou n'auraient pas pu évoluer à leur poste. Concernant la contribution unique à la formation, alors là aussi, ça fait toujours beaucoup de bruit. Le système change constamment. Cette année, on est encore sur une année un peu particulière où le système n'est pas le même que les années précédentes. Et il faut également savoir qu'à partir de l'année prochaine, on repasse de nouveau sur un nouveau système qui sera normalement beaucoup plus simple, puisqu'à compter du 1er janvier 2022, cette partie-là sera en principe collectée par les URSSAF directement sur la masse 2022, donc en direct, un peu comme le changement pour le prélèvement à la source.
Donc, pour rappel, cette année, il y a eu un premier acompte à faire en mars 2021, un autre en septembre 2021. Vous avez dû voir ça passer et éventuellement valider des paiements. Et il y aura encore un dernier prélèvement à valider en mars 2022 sur 2021, sachant qu'à partir du 1er janvier, on partira effectivement sur le nouveau système pour que tout au long de l'année, il n'y ait plus les mêmes démarches à faire. Donc voilà, simplement pour rappel, pour avoir les idées un peu plus claires sur le sujet, parce que c'est très très compliqué. Parfois, on a du mal à comprendre pourquoi on paye en septembre, pourquoi on paye en mars. À partir de 2022, le problème sera normalement réglé. Alors, on a deux nouvelles lois qui sont apparues au mois d'août 2021. La première loi est la loi climat. Et donc, ici, on s'est concentré vraiment sur le volet social, comme c'est l'objet de l'actualité d'aujourd'hui. Donc, dans la loi climat, il est prévu, donc la loi climat de août 2021, de rajouter dans la base de données économiques et sociales, donc la BDES, qu'un employeur de 50 salariés est censé communiquer à son CSE un volet environnemental est ajouté. Donc, on n'appelle plus la BDES, mais la BDESE. Voilà. On fait simple, l'environnement va concerner bien entendu les sociétés qui y sont le plus soumises. Donc forcément, si vous avez une activité qui a un peu de rapport avec l'environnement, le volet environnemental sera très réduit dans votre BDESE. Et si vous avez un fort impact environnemental, ce volet sera beaucoup plus conséquent. Et donc, il faut absolument consulter le CSE sur toutes ces questions dorénavant. Et dans les sociétés de moins de 50 salariés, le CSE a moins de pouvoir, parce que comme vous le savez, avant, il y avait les délégués du personnel et on passait sur un CE seulement à partir de 50 salariés. Le système reste le même, sauf qu'on appelle CSE, que ce soit 10 ou 50 salariés, c'est seulement les attributions qui changent. Donc si vous avez un CSE parce que vous avez 11 salariés, il aura des attributions, mais vous n'êtes pas obligé de lui donner la BDESE à ce CSE. Vous pouvez le faire de manière spontanée, mais vous n'avez pas l'obligation de la transmettre. Le second point, c'est la loi santé au travail. Donc, on ajoute un peu ce point à ce qu'on a pu voir avant avec les entretiens professionnels. Et en août 2021 est sortie une loi de la prévention et de la santé au travail. Alors, cette loi prévoit plusieurs éléments. Alors, la première, c'est que le document unique que vous avez dans toutes les sociétés, qui est obligatoire, donc c'est un document dans lequel vous devez répertorier tous les risques dans la société que vous avez. Par exemple, vous êtes une société, une station automobile, vous avez des risques avec vos pompes à essence, il faut les relever dans le document unique et y prévoir des mesures correctives. Il faut obligatoirement consulter le CSE pour mettre en place le document unique, il faut le modifier en conséquence et il faut maintenant prévoir un plan d'intervention. Donc quand vous avez un risque pour lequel vous avez très peu de moyens d'agir, vous devez tout de même prévoir un plan d'intervention. Si vous avez un salarié qui a un grave accident et que le document n'est pas à jour, c'est une conséquence plutôt aggravante pour l'employeur. Ensuite, on a le passeport prévention. À compter d'octobre 2022, tous les salariés devront avoir un passeport prévention. Donc, les salariés qui sont le plus soumis à des risques, on ne sait pas encore sous quelle manière, mais il faudra leur créer un compte. Peut-être que ça sera sous la forme du CPF, peut-être que ce sera quelque chose qui sera directement alimenté en paye, mais ils devront avoir un compte dans lequel on renseignera tous les diplômes qu'ils ont pu avoir en santé, sécurité ou les formations qu'ils ont pu suivre. Encore une fois, si vous avez un salarié qui est là depuis 20 ou 30 ans, à qui il arrive, ou beaucoup moins, à qui il arrive un problème, et que vous n'avez rien prévu, ni dans le document unique, qu'il n'a jamais suivi de formation, c'est encore une fois une circonstance aggravante pour l'employeur. Donc on voit que le gouvernement, depuis plusieurs années, met vraiment l'accent là-dessus. On voit même d'une manière générale avec l'obligation des mutuelles. Avant, les mutuelles n'étaient pas obligatoires, maintenant elles sont obligatoires. Donc on voit vraiment que le gouvernement met l'accent sur ces points-là. On rajoute aussi un nouveau thème périodique qui est la qualité de vie au travail. Ça concerne seulement les sociétés qui ont un syndicat dans leurs établissements, donc principalement les sociétés de plus de 50 salariés. Et donc on rajoute un volet de négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail. Avant-dernier point, pardon, c'est l'harmonisation de tout ce qui est propos, comportements,
sexistes dans les entreprises, tout ce qui est harcèlement. Donc le gouvernement s'est attaché à simplifier les définitions et à permettre à ce que ce soit reconnu beaucoup plus facilement. Avant, on ne considérait du harcèlement que quand, par exemple, une personne le faisait de manière répétée, alors que désormais, il est prévu que une remarque d'une personne, plus une remarque d'une autre personne et une remarque d'une autre personne permettent de caractériser le harcèlement. Il faut également savoir que dans la loi santé-sécurité, on rajoute 2 entretiens obligatoires, encore une fois. Vous avez un entretien de mi-carrière, qui est appelé comme ça, qu'il faut faire au 45e anniversaire du salarié, et un entretien de fin de carrière pour les salariés SMR, qui sont les plus soumis au risque. Donc avant la retraite, il faut, ou au 45e anniversaire du salarié, ou dans les 2 ans qui précèdent, que le salarié fasse un entretien spécifique avec le médecin du travail pour analyser les risques physiques qu'il peut avoir dans son métier. Encore une fois, le but étant de permettre aux salariés de travailler le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. On reviendra encore sur ces 2 points, c'est vraiment important. Encore une fois, si vous avez un salarié à qui il arrive un souci de santé ou que vous ne pouvez pas reclasser parce qu'il n'a jamais suivi de formation ou qu'il n'a pas suivi son entretien de mi-carrière avec le médecin du travail, c'est une circonstance très très aggravante pour l'employeur. On a un arrêt de la Cour de cassation du mois dernier, un arrêt vraiment très très intéressant. Encore une fois, on le répète vraiment souvent, les heures supplémentaires. Quand vous avez un salarié qui note simplement ses heures supplémentaires au crayon sur un calepin, ce document-là fait foi pour un juge. Donc, vous pouvez faire badger votre salarié à 35 heures toutes les semaines. Vous pouvez sortir le justificatif. S'il se présente avec un carnet, avec écrit au crayon les dates, les heures, ce document fait foi pour un juge. Et l'obligation pour l'employeur, ce sera de prouver que le salarié n'était effectivement pas là et qu'il n'a effectivement pas fait ses heures. Donc on voit que la charge de la preuve est très 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 importante pour l'employeur. Et dans l'arrêt en question, on avait le chef d'entreprise qui disait « mais moi, ce salarié-là, après 17 heures, je ne le voyais plus. Donc je ne comprends pas comment il peut dire qu'il a fait des heures sup parce que moi, je venais à 17h30 et je n'ai jamais croisé. » Et malgré ça, ce n'était pas suffisant et l'employeur a été condamné parce qu'il devait pouvoir justifier par d'autres moyens que le salarié n'avait effectivement pas fait ces heures-là. Donc on voit comme la jurisprudence évolue toujours dans un sens plus favorable aux salariés. Donc il faut vraiment être très très vigilant. Le fait de faire pointer le salarié n'est pas suffisant. Il faut, dans certains cas par exemple, si vous avez des salariés qui sont que sur des postes informatiques, vous pouvez sortir par exemple les connexions du salarié. Donc vous avez un pointage de X heures, le salarié dit qu'il a fait 3 heures de plus. Si vous-même vous sortez la connexion à sa session et que vous arrivez à prouver qu'il n'était pas connecté, ça peut être suffisant. Mais on voit à quel point la jurisprudence évolue dans un sens toujours plus favorable à l'employeur. Donc voilà, pour cette actualité sociale, donc on a pu voir qu'il y avait effectivement énormément de nouvelles obligations qui s'ajoutent pour les employeurs, que ce soit pour les entretiens périodiques, les entretiens professionnels ou la santé-sécurité au travail. Il faut absolument être vigilant à ces points, ne pas hésiter à revenir vers nous. Ça fait beaucoup de nouvelles infos, beaucoup de nouvelles règles à appliquer, même si certaines ne viendront que l'année prochaine. Mais en tout cas, il faut vraiment les prendre tout de suite et ne pas être pris de court, comme par exemple pour l'entretien professionnel. J'arrive au terme de cette présentation. N'oubliez pas de remplir le formulaire qui a été joint dans le chat. Il reste encore quelques minutes pour poser vos questions. Et si jamais, je pourrai toujours y répondre plus tard. Bon, pas de questions. Dans ce cas, je vous invite à suivre notre agenda pour que vous puissiez vous noter le prochain Web Café qui interviendra au mois de novembre. Je vous remercie pour votre présence et n'oubliez pas que si jamais, vous pouvez toujours suivre, revoir la vidéo sur notre chaîne YouTube et si jamais, si des thèmes vous intéressent, vous pouvez toujours nous en faire part et nous pourrons les traiter dans les mois ou les semaines à venir. Merci beaucoup et très bon après-midi à tous.